curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Pour cet épisode, je reçois Jennifer Hart-Smith, la créatrice de Tookies, des pâtisseries qui allient légèreté et gourmandise. Avec un CAP pâtisserie en poche et une formation en naturopathie, elle lance la naturopâtisserie, un concept innovant, car, et pour reprendre ses mots, même si la pâtisserie n'a pas pour vocation d'être saine, elle peut au moins ne pas être délétère. J'aime beaucoup cette approche, continuer de se faire plaisir, mais le faire correctement. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Bonjour, je m'appelle Jennifer. Donc moi, effectivement, c'est une succession de petits accidents de parcours, entre guillemets, parce que rien n'avait été réfléchi, rien n'avait été pensé en amont. C'est-à-dire que j'ai pas du tout une approche de stratégie vis-à-vis de tout ce qui est en place aujourd'hui ou même de ce qui va être. Je me laisse vraiment porter. En fait, comme je t'expliquais juste avant, c'est-à-dire que j'étais avant graphiste. Je suis franco-australienne déjà. J'ai vécu dans les deux pays et donc j'ai un parcours plutôt de graphiste à la base. Et je me suis reconvertie en pâtisserie parce que je m'ennuyais devant mon écran et j'avais vraiment besoin de me recontacter à la matière. Et j'aimais la dimension esthétique de la pâtisserie et j'avais l'impression qu'il y avait une grande dimension créative. Sauf que quand j'ai fait ensuite cette formation en pâtisserie, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient aussi très éloignées de ma propre hygiène de vie déjà en place. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits avec lesquels on travaillait qui étaient vraiment, vraiment délétères pour la santé, même si j'étais pas forcément consciente à cette époque-là à quel point. Et j'ai eu besoin, quand j'ai eu mon deuxième enfant, de faire des études de naturopathie, mais vraiment pour moi. J'y suis pas allée en me disant je vais mélanger pâtisserie et naturopathie. Pour moi, c'était tellement à l'opposé que je l'ai fait avant tout pour moi sur mon temps libre. Et ensuite, de cette petite friction de contradiction est née l'envie de faire évoluer la pâtisserie dans ce sens, sans pour autant être culpabilisante, sans pour autant être trop permissif aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et en fait, l'idée, c'est avec beaucoup de sensibilité, d'essayer de travailler sur ça sans prétendre inventer quoi que ce soit, parce que finalement, il y a déjà une tradition qui est très en place, il y a aussi des goûts et des palais aussi qui sont habitués à certaines choses. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on apprend en CAP pâtisserie ? En CAP pâtisserie, on apprend à appréhender il y a certaines matières, notamment le sucre blanc, le beurre, les œufs, et on apprend à connaître cette matière. On apprend déjà à respecter des recettes. Et pas faire ce que j'adorais faire, c'est-à-dire monsieur, pourquoi est-ce qu'on remplace pas la farine de blé par de la farine de riz et tout ça. En fait, on a une recette, il faut l'appliquer. On apprend à respecter aussi une recette, donc une tradition, à faire les choses. On travaille son geste, on travaille. En fait, l'idée c'est d'avoir une uniformité entre guillemets dans les préparations. Donc justement, le moins de créativité possible quand on exécute en tout cas. Et on apprend à bien faire ce qu'on nous demande de faire. C'est très précis. C'est extrêmement précis. On peut d'ailleurs rater une préparation à quelques grammes près. Et c'est quelque chose que j'ai aussi adoré, cette dimension-là, parce qu'il y a une grande exigence dans la pâtisserie. Et c'est extrêmement cadrant. Moi, je sais que j'ai plutôt une tendance j'ai toujours été perçue comme quelqu'un d'un peu déluré personnellement, et j'ai toujours été vers des disciplines très, très exigeantes finalement. Et la pâtisserie, j'adore ça pour ça d'ailleurs.
Ce côté exigeant, justement, technique, La rigueur. la rigueur, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la pâtisserie d'un côté. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie de l'autre, donc? Alors la naturopathie donc est à l'opposé, c'est-à-dire que vraiment les premiers cours de naturopathie, on avait vraiment la possibilité de se rétracter et j'ai passé les premiers jours à me dire mais qu'est-ce que je fais là. En fait, j'ai continué à travailler en pâtisserie pendant que je faisais mes études de naturopathie. Donc j'ai eu vraiment pendant presque 2 ans et demi, 3 ans, 7 sur 7 d'activité. Et c'est vrai que les premiers jours, vraiment, je voulais me lever et partir, quoi. Parce qu'en fait, déjà très tôt, j'ai compris que tout ce que je faisais dans mon travail, c'est tout ce qui était à bannir en naturopathie, notamment le sucre, qui est quand même un gros problème, les produits laitiers, enfin toutes les matières premières que j'avais au quotidien, voilà, avec lesquelles j'étais au contact, c'est ce qu'il fallait évincer, quoi. Donc je me suis dit mais que j'avais pas ma place. Sauf que dans mon hygiène de vie, dans ma façon de consommer, déjà j'étais beaucoup plus naturo que pâtissière finalement. Donc après l'idée c'était d'attendre de voir ce qui naîtrait de tout ça et voilà. Et la naturopathie justement en fait c'est avant tout c'est de l'éducation de santé, comprendre comment fonctionne son corps, les lois physiologiques naturelles du corps, comprendre comment ça fonctionne tout ça parce qu'en fait on n'est pas du tout initié à tout ça, on nous apprend pas à respirer, on nous apprend pas quand on est petit, qu'il est important d'avoir un bon transit, une bonne mastication, ou si on nous le dit, on nous explique pas pourquoi c'est important. Et en fait, d'apprendre comment fonctionne la digestion, d'apprendre comment fonctionne... que voilà, la digestion se passe à différents endroits du corps selon les différents aliments. Toutes ces choses-là, pour moi, ça a été vraiment une porte incroyable, quoi. Une révélation. Une vraie révélation, ouais. De compréhension, de lois naturelles, physiologiques. Tu as eu au début le syndrome un peu de l'imposteur avec le CAP pâtisserie et finalement... En fait, c'était incroyable parce que les gens me demandaient, donc forcément au premier cours on vous demande d'expliquer pourquoi vous êtes là, donc j'avais aucune explication, je savais que j'avais envie d'être là mais je savais pas pourquoi. J'ai aussi une grand-mère qui est naturopathe donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais voilà, je savais que j'étais là pour une bonne raison, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Et quand les gens quand il fallait que je dise que j'étais pâtissière, je rougissais, j'étais vraiment, mais genre je m'excusais presque d'être là. Et les gens de ma promo aussi, je leur disais mais oui, mais voilà, je suis pâtissière, c'est terrible. Et ils me disaient mais non, pas du tout. Et finalement, c'était moi qui étais difficile avec moi-même parce que au contraire, personne ne m'a jamais fait sentir qu'il y avait de l'imposture. Et d'ailleurs, c'était ce qui était intéressant, c'était que tout le monde venait d'univers très différents, de la cosméto, de la mode. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans une prise de conscience de besoin de changement de vie, de rupture avec leur façon de vivre avant, avec un vrai besoin de réformer quoi, certains principes de vie et de comprendre un peu mieux les choses, quoi. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient donc, comme on disait, une santé fragile, ce qui est mon cas aussi, et qui avaient aussi besoin de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne tout ça. Et voilà. Il y a beaucoup de reconversions finalement dans les écoles de naturopathie, de gens qui ont été malades ou qui ont ouvert les yeux sur la santé. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça. Ouais, c'est assez dingue. Il n'y avait que des gens qui avaient été malades et qui avaient besoin de prendre leur santé en main, qui avaient été voir un naturopathe ou qui avaient eu un parcours justement de prise de conscience aussi par rapport à leur hygiène de vie et qui avaient envie d'aller plus loin pour comprendre les choses. Ou alors il y avait des gens qui avaient fait un burn-out aussi, qui étaient vraiment dans des univers du marketing, de la mode et qui avaient craqué, qui avaient été fragilisés un jour et qui avaient eu besoin justement de revenir à eux. Et donc, en fait, il y avait pas, d'ailleurs, par exemple, de gens après le bac qui étaient là parce que vocation, quoi. Non, c'était vraiment... Il y avait même des gens qui continuaient à travailler, en fait, comme moi, et qui faisaient ça en parallèle, si tu veux. C'était vraiment... Par contre, ce dont je suis persuadée, il y avait que des gens qui venaient là parce que vraiment, ils étaient portés par leur cœur, quoi. Il y avait un vrai besoin tu vois, d'aller chercher, où il y avait des gens qui étaient aussi déjà dans un gros travail. Donc, en général, comme nous disaient les profs, on n'est pas là parce qu'on a vu de la lumière, quoi. Il y avait vraiment une démarche, un engagement, quoi. Et même pas forcément pour devenir naturopathe, finalement, mais pour avoir des connaissances. Alors, naturopathe, oui, mais pas thérapeute, pas forcément. Oui.
Parce que, en fait, je crois que c'est ça l'idée, c'est que la formation nous apprenait à devenir naturopathe, ça c'est sûr, mais thérapeute, ça va beaucoup plus loin. Par exemple, moi aujourd'hui, je me considère pas du tout comme une thérapeute, je peux pas avoir cette posture-là, comme je le disais, je peux pas dire aux gens... c'est difficile pour moi de dire manger moins de sucre, ou enfin je le dis, hein, je le pense, mais c'est difficile pour moi de dire le sucre c'est mal, alors que je suis aussi pâtissière de mon côté. Par contre, la casquette naturopathie m'aide beaucoup à faire évoluer mon métier de pâtisserie et de me poser des questions, de chercher quoi. Mais Alors justement, comment est-ce que tu allies la pâtisserie et la naturopathie ? La naturopâtisserie. C'est très compliqué. En fait, sincèrement, c'est très compliqué, mais ça part d'une vraie conviction. C'est-à-dire que voilà, de reconnecter les gens à une vraie sensibilité digestive. Donc, comme on disait, souvent, quand on a tendance à se détoxifier, à peut-être enlever justement des choses délétères comme le sucre et tout ça, en général, le palais, il revient pas trop en arrière, donc moins en sucre et moins en sucre. Et donc moi, l'idée, c'est déjà où on place le curseur par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de travailler donc des pâtisseries avec déjà beaucoup moins de sucre, des sucres naturels. Je travaille beaucoup avec des sucres complets. J'essaye vraiment d'être que dans cette dimension d'ailleurs du complet, d'évincer complètement les calories vides. Après, ce qui me dérangeait, je voulais pas être positionnée comme végane parce que je le suis pas déjà de conviction et parce que j'avais pas envie de faire ce qui était déjà fait et que d'autres faisaient très bien à ma place en fait. Des gens qui étaient passés par le biais de la santé pour proposer des choses gourmandes. Moi, j'avais quand même ce parcours de pâtissière, donc il fallait aussi que j'en fasse quelque chose. Donc l'idée, c'était d'assainir, d'enlever déjà tout ce qui servait à rien, vraiment comme tout ce qui est par exemple les gélatines, les colorants. Donc accepter aussi de travailler avec des teintes moins franches, de certainement pas mettre du dioxyde de titane dans les pâtisseries parce que ça ne sert à rien, qu'aujourd'hui on n'a pas de recul, que voire même c'est interdit aujourd'hui. Et de se dire, en fait, si on n'en a pas besoin, si le corps n'en a pas besoin, on l'enlève. Alors du coup, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on évince, à quel moment on garde certaines choses, à quel moment on les enlève, et de travailler dans la mesure, la poésie, et aussi de garder la notion du beau. Parce que pour moi, ça c'est extrêmement important, la notion du beau. Pas forcément au sens esthétique visuellement, mais au sens créatif, quoi, de rester créatif. Et de rester aussi le plus possible en lien avec la nature, c'est-à-dire les saisons, les produits de saison. On peut faire des pâtisseries avec des produits de saison. Et même s'il n'y a plus de fruits en plein hiver, on peut travailler avec des légumes. On peut trouver du sucre ailleurs aussi, dans les fruits, dans les légumes, dans tout ça. Et c'est ça l'idée. Il y a plein d'alternatives. Il y a plein d'alternatives. Et très important aussi d'essayer d'être le plus possible. On ne peut pas tout faire parfaitement, mais en local, vraiment. De travailler avec des producteurs ou des choses qui sont pas à côté, pas loin, de devenir pote avec des maraîchers, des producteurs, d'être sensible à ça, d'adorer voir arriver certaines saisons, la saison des fraises, là c'est l'automne. Moi je deviens folle quand je vois en ce moment les fruits en ce moment de sec, les épices, tout ça. Je pense que tu vois de travailler dans ce sens-là, et beaucoup de pâtissiers le font d'ailleurs déjà. Et alors, quel type de pâtisserie tu proposes justement ? Tu travailles beaucoup avec des marques. Qu'est-ce qu'elles te demandent et qu'est-ce que toi tu essaies de leur apporter ? Déjà, je leur dis que c'est important pour moi de travailler avec les produits de saison. C'est très important, je le dis, et donc j'essaye d'être le plus cohérente possible avec tout ça. Ensuite, de travailler, j'ai toujours une grande transparence avec les produits avec lesquels je travaille. Je ne suis pas labellisée bio parce que je travaille aussi avec des producteurs qui ne le sont pas, mais qui sont en permaculture, qui sont des petits maraîchers ou des petites choses comme ça. Et franchement, ça me va très bien en fait. Mais d'être en tout cas le plus sincère possible. Et donc les marques avec qui je travaille, ça va être beaucoup pour des petits déjeuners, des goûters ou des prestations un peu traiteurs qui vont être à la fois sur du salé mais surtout sur du sucré.
et de proposer par exemple des brioches. Je propose beaucoup des brioches à base de légumes, de potimarron, de sucré avec ça, de leur montrer que... Enfin moi l'idée c'est surtout de faire des choses qui sont quand même bonnes, savoureuses, et après quand je leur dis voilà ce qu'il y a dedans, ils sont encore plus contents de se dire ah ouais c'est vrai, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de... C'est génial, mais voilà. Donc tu as un cahier des charges de base que... tu essaies d'adapter. Voilà, en gros, rien n'est exclu. C'est-à-dire que même, par exemple, j'ai eu l'occasion de m'intéresser énormément aux farines. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une variété de 50 farines qui existaient sur Terre. C'est-à-dire la farine de sorgho, de caniwa, la farine... tout peut être farine, quoi. Donc à partir de là, quand on se rend compte qu'il y a un panel extrêmement riche, extrêmement large, on n'est plus trop dans l'éviction. Par exemple, on va pas dire tant sans gluten, mais on va dire... on réintègre les autres. Et réintégrer les autres, ça veut dire qu'on a comme je disais aussi, c'est qu'on a une farinothèque et qu'on travaille avec beaucoup de richesse, avec des produits qui sont riches en minéraux, riches aussi en saveurs, riches en vitamines. Et là, on n'est plus tant sur des plaisirs qui sont carençants ou difficiles à métaboliser pour le corps, mais on est sur des produits qui sont de l'ordre du plaisir et qui arrivent ponctuellement et on le fait en conscience, quoi. Alors c'est quoi justement manger en conscience? Manger en conscience. Manger en conscience, en fait, c'est déjà, je pense, quand on engage tous les sens. Donc c'est pour ça que je disais que le visuel a une dimension importante. Et tous les sens, que ça peut être l'odorat, s'intéresser à ce qu'il y a dedans, justement. Moi, j'aime bien quand les gens sont curieux, me demandent. Mais et à partir de là, c'est-à-dire d'être vraiment présent à ce qu'on fait. On mange pas des grosses bouchées tout en parlant, tout en regardant son téléphone. On a une vraie présence dans le moment, quoi. On est vraiment dans un plaisir, on se délecte. Déjà, d'être vraiment d'être dans la gourmandise, de se dire que c'est un moment qu'on a choisi pour ça. Et c'est quelque chose, qu'on s'autorise. Et c'est vraiment important, cette présence, parce que du coup, on l'apprécie pas de la même façon, quoi. Oui, puis on garde la notion de plaisir surtout, parce qu'il y a cette fameuse guerre au sucre actuelle. Qui est légitime. Exactement. Qui est complètement légitime. Parce que on connaît maintenant les effets du sucre. Il y a des gens... qui ont fait quand même des travaux absolument incroyables. Il y a Marion Tellier qui a sorti un très très beau livre sur le sucre, Je me libère du sucre, qui est important. Moi, ce qui était aussi important, c'était que justement dans mes études de naturopathie, tout en étant pâtissière, j'ai fait par exemple une cure sans sucre pendant quelques semaines, voire presque 2 mois. Et du coup... je suis complètement en accord avec le fait qu'il y a beaucoup trop de sucre dans notre alimentation, mais quitte à se l'autoriser, autant le faire avec énormément de conscience et justement une démarche complètement sensible, en fait, à la façon dont on le fait, d'où viennent les produits et tout ça. Et je pense que quand on peut s'en passer, c'est merveilleux, en fait. Parce que du coup, déjà, on n'en est pas dépendant. Mais quand c'est là et quand ça tombe au bon moment avec les bonnes personnes, c'est tellement chouette, quoi. Bien sûr. Mais après, la guerre du sucre est légitime, bien sûr. Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin tout le temps, on n'en a pas besoin tous les jours. Bien au contraire. Hein. J'aurais plutôt envie de l'enlever que d'en rajouter. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et alors, tu disais tout à l'heure que ta grand-mère était naturopathe. Donc, ta grand-mère australienne. Ouais, tout à fait. Et elle utilisait déjà des super aliments, donc visiblement. Qu'est-ce qu'elle utilisait ? Alors déjà, elle nous faisait des boissons quand j'étais petite. Dès que je buvais de l'eau, elle me rajoutait des bouchons de vinaigre de cidre. Mm-hmm. Donc quand t'es gamine, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que j'avais une grand-mère française qui me mettait plutôt de la grenadine. Et quand j'allais là-bas, c'était plutôt du vinaigre de cidre. Et c'est aujourd'hui, avec ma sœur, on adore l'imiter. On dit toujours... Mamie Patty, elle dit toujours It's extremely good for you. Et ça veut dire, elle le dit avec des yeux, comme du moment que c'est extrêmement bon pour toi, c'est que c'est bon au goût, quoi. Et je crois qu'elle nous a donné ça, ce côté genre, mais tu te fais du bien quand tu prends ça. Donc c'était la grand-mère qui, pour le goûter, elle coupait des petits sticks de céleri, elle mettait ça avec déjà un beurre d'oléagineux et c'était notre goûter, avec une eau, avec du vinaigre de cidre et quand on était en vacances pendant peut-être 1 mois, 2 mois chez elle, on n'avait pas le choix. Puis quand il y avait mes parents, on allait les voir, on disait mais c'est pas possible, regarde ce qu'elle nous donne.
mais où est le, je sais pas, le pain, le chocolat, et c'était chouette parce que du coup, on avait vraiment moi, j'ai l'impression que le côté schizophrénique, il est né déjà ici, en fait. C'est-à-dire d'avoir cette double culture. Complètement. Et avec cette grand-mère qui était déjà très, très... Mais elle le faisait très naturellement, quoi. Elle était même pas un ovni, déjà, dans sa génération. Elle avait déjà toujours vécu comme ça. Et elle en a fait son métier. Elle est... Voilà. Ouais, parce que moi, quand je revenais de vacances de chez mes grands-parents, j'avais toujours 2-3 kilos en plus, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait manger le gras du jambon parce que c'était bon pendant l'hiver. Voilà, c'est ça. On n'était pas du tout au bâton de céleri, quoi. J'ai une grand-mère aujourd'hui qui nous trouve, ma grand-mère française, qui nous trouve parfois trop minces et elle nous met des gros morceaux de beurre et elle dit ça va te faire du bien. Et bon, voilà, on est aussi sur un autre extrême et c'est rigolo. Bah, la balance des deux est intéressante. La balance des deux, et surtout la rencontre des deux est juste incroyable. Quand elles se rencontrent, c'est superbe. Bah ouais, non, c'est chouette. Je pense que c'est vraiment fascinant, en fait, finalement, parce que du coup, il y a beaucoup de respect, et en plus, on le voit qu'il y a toujours un pas qui est fait vers l'autre, et en même temps... Enfin, voilà, c'est chouette de graviter entre ces deux mondes, justement de pas être dans un extrême ou dans l'autre, mais tout est question de plaisir et de sensibilité. Pour moi, la sensibilité, c'est quelque chose de vraiment essentiel, quoi. Parce que quand on est sensible, finalement, on sent, comme je te disais tout à l'heure, ce qui passe et ce qui ne passe pas. Et d'être relié à son corps, relié à tout ça, sans évincer, sans être dans le mental de ce qu'on doit manger ou peut ou pas, mais d'être juste, de sentir. Moi, j'ai déjà été manger dans des restaurants bio ou végétariens, ça passait pas, ou il y avait quelque chose qui marchait pas. Donc, d'avoir cette lecture papillaire, entre guillemets, ou le digestif, goût, quoi. le goût, et puis quand ça descend plus bas aussi. Bien sûr. Quand tu fais tout le chemin de l'aliment, de la digestion, et que tu sens que ça s'est bien passé, c'est chouette, en fait. C'est les petits plaisirs de la vie, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce qu'en Australie, il y a ils sont vraiment tournés sur le naturel ou pas ? C'est une démarche qui se met en place, qui est déjà en place ? En fait, ils ont une démarche qui est beaucoup plus dans la prévention que le curatif de nature. Ouais. Je pense que c'est complètement ancré dans la culture, et déjà parce que le système de santé n'est pas fait comme chez nous. Donc, il n'y a pas forcément de médicaments qui sont autant remboursés qu'ici. Et ils ont vraiment une approche de prévention. Donc, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'était la lecture que j'en avais, parce que moi, j'ai une famille qui est complètement branchée là-dedans. J'ai une tante qui est thérapeute aussi. Mais je pense que quand je vois mes amis, en fait, ils font tous du yoga, ils ont tous une alimentation. Ils sont assez éveillés sur tout ça. Maintenant, on n'a pas la même tradition ici, et on n'a pas la même culture aussi. Donc, effectivement, ça change. Est-ce qu'il faudrait pour autant parachuter ce qui se fait là-bas, ici ? Je ne sais pas. C'est aussi une question que je me pose souvent, tu vois. Je veux dire, l'alimentation qu'il y a là-bas, c'est bien qu'elle reste là-bas aussi, quoi. Je veux dire, le fameux toast à l'avocat, je suis pas forcément pour. Tous les matins, tu vois. Je veux dire, on en a mangé ce midi, et je trouve ça chouette, mais c'est pareil. Est-ce que, de notre tradition française, est-ce qu'il faut pas des fois inventer aussi... C'est difficile à expliquer, en fait, ça, mais une propre identité aussi de la naturopathie, quelque chose de très... bien sûr. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, bah en fait, après, on n'est pas sur les mêmes cultures non plus. Donc, voilà, donc l'assiette... Un modèle, après, c'est encore une question d'individualité. Exactement. On a une façon ce qui de cuisiner convient à l'autre ici, ne conviendra pas, bien sûr. Et on a une façon on cuisine avec beaucoup d'amour en France, donc en fait, ça faudrait le garder, quoi. Oui. On mijote beaucoup... tu vois, moi, j'adore cuisiner à la vapeur, j'ai le vitaliseur, et je l'intègre complètement à mon alimentation de tous les jours, mais j'adore aussi faire des mijotés, j'adore vraiment... Donc, de pas partir de zéro, quoi, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'est pour toi, la santé ? La santé, c'est l'équilibre permanent. Voilà, l'homéostasie, justement, dont on parle beaucoup en naturopathie. C'est-à-dire, c'est vraiment... trouver l'équilibre permanent, c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente pour rester en mouvement, pour garder une assiette qui soit justement complète, riche de nutriments. Mais c'est un éveil permanent, quoi. Je veux dire, la santé, c'est une responsabilité, c'est une connexion à soi, et c'est un équilibre qui passe par tous les plans.
Donc, Pas que l'alimentation. pas du tout que l'alimentation, justement. Moi, je crois que j'en suis beaucoup revenue. J'ai beaucoup cru que ça passait que par là. Et aujourd'hui, je me rends compte que il y a tellement... Voilà, je crois que c'est aussi pour ça que j'avais choisi l'école, le Sénato, où j'ai fait mes études de naturopathie. C'était vraiment pour la dimension psycho, quoi, qui me semble être parfois même la clé de tout, quoi. Ouais, l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel et le fait de manger parfaitement, mais d'avoir aussi besoin de... Aujourd'hui, on parle beaucoup du lâcher-prise. Moi, je le vois, que ce soit chez moi ou chez d'autres, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, quoi, ce fameux lâcher-prise. Oui, mais on en discutait tout à l'heure. On en discutait, c'est qu'en fait, voilà, on met beaucoup d'action dans sa vie, de choses, mais parfois, il faudrait juste revenir au concept de conscience qu'on évoquait, quoi. De présence, Ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Surtout avec les nouveaux métiers qu'on crée, la présence au digital, la présence à la communication, que moi j'adore et en même temps que je déteste. On est ultra sollicité. Ultra sollicité, cet accès à l'autre tout le temps, à soi. On peut être vraiment dans... Moi, je chéris cet outil qui fait que je peux vivre de ce que je fais et tout ça, mais des fois, je voudrais juste l'éteindre et hiberner, quoi. Enfin, Oui. voilà. Mais la santé, ça passe par tout ça. Ça passe par la prise de conscience de ce qui ne nous fait pas du bien, alimentaire ou autre. Arriver à mettre le doigt dessus et s'en occuper, quoi. Parce que souvent, il y a une prise de conscience et on va mettre des mois ou des années avant de faire quelque chose. Où il peut nous arriver un pépin dans la vie ou voilà, une maladie, comme on en discutait aussi. Et en fait, on n'a pas le choix. Parce que c'est ça, en fait. C'est qu'on est un peu au pied du mur et il faut faire quelque chose. On prend comme ça vient. Ouais, non, mais c'est ça. Et oui, il y a une sursollicitation aussi dans le fait de rechercher justement à être bien aussi parfois. Oui, on la va un peu pression au bonheur. s'éparpiller, voilà, la pression au bonheur. La pression à la perfection. Essayer de se connaître, d'aller chercher dans tous les domaines. C'est parfois compliqué. Complètement. Et alors, comment tu définis la maladie, du coup ? En fait, je pense que c'est difficile. Pour moi, c'est quand on a éteint. C'est difficile pour moi de définir la maladie parce que j'ai pas un rapport à la maladie. Comment tu penses qu'une maladie s'enclenche en fait ? Puisque la santé, c'est un équilibre, donc la maladie, c'est forcément un déséquilibre. Alors, ça commence et ça passe par un immense déséquilibre qui peut ne pas faire de bruit aussi. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on a aussi tendance à dire que quand il n'y a pas de démonstration de force vitale, quand ces gens qui sont jamais malades, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose non plus. La force vitale, c'est la manifestation des signes justement de vitalité, de vie, de réaction du corps qui réagit, qui se manifeste. Tous ces petits messages que peut envoyer le corps, voilà, les écouter. La maladie, ça passe déjà par le fait de mettre un mouchoir sur ces petits signes. Ça peut... Enfin, voilà. Mais après, la maladie, c'est forcément un déséquilibre, effectivement... dans les lois physiologiques du corps. Et après, la gérer, la vivre, je peux pas en parler parce que j'ai pas vécu ça. Non, c'était plus en termes physiques. Voilà. Ouais, physique. Et toi, tu es maman de 2 enfants ? Oui. Donc des petits bouts de 2 et 4 ans. De 2 ans et 4 ans, oui. Alors comment tu leur expliques la santé, l'alimentation ? C'est compliqué cette question. Parce que on croit toujours qu'on va faire d'une certaine façon et en fait moi j'ai une petite fille qui a été très malade vraiment dans l'enfance, qui avait vraiment des gros problèmes d'asthme très récurrents, qui faisait des crises tout le temps. C'était devenu très problématique et du coup je me suis mise une pression. En plus c'était pendant mes études de naturo, donc j'étais vraiment très à cheval sur ce qu'elle mangeait. Justement, je suis devenue un peu rigide en fait. Et j'ai une fois la maîtresse qui m'a dit « Mais vous savez, je crois que Tilda, je sais pas, enfin des fois elle a des comportements alimentaires où on a l'impression que ça la stresse de manger. Est-ce que vous la forcez ?» Je dis « Mais non, pas du tout. Mais par contre, je veux qu'elle goûte à tout. Ou j'essaye de lui faire une assiette complète. » Et en fait, il se trouve que quand elle était à l'école, j'étais la seule maman qui lui faisait sa lunchbox. Donc déjà, tous ses petits camarades mangeaient le traiteur de l'école, enfin la cuisine de l'école, et moi j'étais la seule qui lui faisait sa lunchbox. Donc déjà, ça la mettait dans une position différente. Et je crois qu'elle l'a pas forcément très bien vécu.
Et du coup, j'ai lâché, quoi. À un moment donné, tout en essayant, avec beaucoup de subtilité, de garder un équilibre alimentaire, voilà, de donner des bons snacks pour le goûter, de donner plutôt des amandes, des fruits complets, des choses comme ça, des sucres, des fruits secs. Enfin, des oléagineux, pardon, pas des fruits secs, mais et plutôt que des petits gâteaux industriels, j'ai quand même à un moment donné lâché parce que j'ai senti que ça pouvait passer dans un autre extrême, quoi. Enfin, je veux dire. C'est ça le problème, oui. Parce qu'une fois, elle m'a dit aussi, la maîtresse, on a fait un pique-nique. Et Tilda, c'était la seule qui avait pas des chips. Et en fait, elle regardait tous les autres enfants avec des yeux tellement de... elle en avait envie, elle en avait vraiment envie. Et moi, j'étais là genre, oh non. Et là, j'ai pas... Enfin, voilà, donc en fait, tout est... Là, on est encore dans une question d'équilibre. L'enfant, ça doit se faire. Et du coup, en plus, on a la chance d'aller souvent à la campagne. Donc, elle sait ce que c'est un jardin, elle sait ce que c'est un potager. Elle mange des produits frais. Donc, déjà, elle a ça, c'est déjà gagné, c'est déjà cadeau. Mais je vais pas l'embêter sur le reste. Donc, quand elle est à l'école, elle mange ce que les autres mangent. Et quand elle est chez les grands-parents, pareil. Après, ici, j'essaye de ne pas imposer, mais j'essaye de proposer, quoi. De proposer des choses. Je vais facilement éplucher une pomme, la découper en quartiers, lui mettre là, comme ça, pas trop loin. Et elle va la prendre. Ou alors, des fois, dans des moments, dans un jeu, je vais lui glisser un petit stick de céleri, justement. Et voilà, ça se fait comme ça, quoi, subtilement. Mais vraiment pas dans la confrontation. Je me suis vraiment trompée à ce niveau-là au début. Bienvenue au club. Ah ouais je me retrouve génial, à 100% dans ce que tu dis. C'est trop bien. Le problème, c'est quand tu découvres des choses sur ta santé, t'as une rigidité qui se met en place au début. Ouais, et après, t'apprends vraiment à lâcher parce que tu te rends compte que tu vas droit dans le mur. Ça peut pas passer, mais il faut que tu passes toi-même par des étapes. Donc finalement, exactement. C'est l'apprentissage. Et je vois effectivement que pour Milo, le deuxième qui a 2 ans, lui, il a pas du tout la même... Tout a été proposé dès le début. Ouais. Et en fait, il a plus une attitude à... Quand il me voit manger, il veut goûter. Du coup, il goûte tout. Alors, c'est le seul enfant que je connais qui adore le tartare d'algues, quoi. Donc, il se le mangerait comme un yaourt. Donc là, c'est déjà, tu vois. Enfin, après, il y a des personnalités d'enfants aussi. Il faut aussi accepter, composer avec ça. Des enfants qui adorent manger, d'autres qui n'aiment pas ça. Exactement. Quelles sont les erreurs que tu trouves, toi, qu'on fait fréquemment en termes de santé ? Les petites choses qu'on fait tous les jours en pensant que c'est pas une erreur. C'est-à-dire... moi, je dis souvent aux gens, il vaut mieux que vous fassiez une vraie session de plaisir. Alors, je dis pas, c'est pas le festin, c'est pas la grande bouffe, quoi. Mais je veux dire, il vaut mieux des plaisirs, comme on disait, choisis, en conscience, où vraiment on est dans un moment, que les petites choses qu'on fait tous les jours en pensant que c'est pas grave. Mais qu'en fait, c'est ça qui va vraiment détériorer l'équilibre et qui va vraiment fragiliser ce fameux équilibre. C'est le quotidien. Les petites choses du quotidien. Ouais, le fameux petit truc du quotidien, ouais. Les fameux 4-5 cafés par jour, les fameux, je sais pas, le pain à tous les repas, ce petit truc qu'on fait, les grignotages. La petite amande par-ci, par-là. C'est ça. Et quels seraient les meilleurs conseils que tu puisses donner en termes de santé ? Si on en focus 3. De revoir, enfin, pour moi, déjà, c'est déjà d'être conscient parce qu'il y a des gens qui... En fait, quand j'ai pu faire des fois des bilans, en fait, les gens, ils arrivent en disant mais moi je mange très bien, je pense que j'ai pas de soucis, tout va bien. Et quand en fait on leur demande de nous raconter de quoi sont faits leurs repas, pendant qu'ils racontent, ils prennent conscience. Et vraiment, on le voit, il y a vraiment une ah ouais quand même, je mange ça et ça et ça. Et du coup. Je pense que déjà, en termes de santé, d'avoir une petite visibilité ou une conscience de ce qu'on fait, ces fameuses petites choses qu'on fait tous les jours, d'en avoir conscience, de les noter, pas forcément dans un carnet, scrupuleusement, mais déjà de s'arrêter, de regarder, et après de revoir, accompagné par un naturopathe, quelle peut être l'approche de l'assiette. Souvent, on a des idées reçues, moi la première, avant de commencer la naturopathie, mais puis surtout de jamais trop mettre de côté les légumes, le végétal, parce que c'est ça aussi des fois on peut avoir tendance un petit peu à l'évincer. Alors, vraiment, c'est le vivant, quoi. Mettre du vivant, mettre du frais, en termes d'assiette, c'est ce que je pourrais évoquer.
Maintenant, et puis le moins possible de sucre aussi. Là, on est à fond dans la détox en ce moment. Là, on entre dans l'automne. Est-ce que t'es pour les détox ? Eh bien, pas n'importe comment, justement. Parce que la détox, avant d'entrer dans un processus de détox, c'est bien de savoir si on va avoir l'énergie pour se détoxifier. Et tout le monde ne l'a pas. Parfois, on rentre dans une saison complètement crevée, fatiguée. Et en fait, une détox, ça demande du travail au corps. Et parfois, avant de détoxifier, on va revitaliser. Et revitaliser, ça veut dire apporter parfois les nutriments, voir s'il n'y a pas des carences, en fait. Plutôt que détoxifier, il y a aussi parfois plutôt des carences. Donc, remettre tout ça à niveau et ensuite détoxifier. Une fois qu'on a donné les outils au corps pour se nettoyer. Parce que, par exemple, quand on se détoxifie, on fait travailler le foie énormément. On remet en circulation des choses que le foie doit métaboliser, travailler, trier, vider la poubelle. Mais pour vider la poubelle, il faut avoir de l'énergie. Donc d'abord, j'aurais plutôt tendance à dire on se revitalise et après on se détoxifie. Mais la détox, c'est bon pour tout le monde, hein, bien sûr, mais pas n'importe comment. C'est très important, oui, le sens. Le sens. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai fait des erreurs incroyables comme ça. Hein. J'ai déjà fait faire une cure de jus à mon compagnon. Et au bout du 4e jus, parce que c'est des bombes nutritionnelles, le corps, s'il n'a pas l'habitude, voilà, ça peut faire bizarre. Et donc, je lui ai fait faire cette fameuse cure de jus. Et il était vraiment voilà, migraineux comme souvent l'est, mais là il était au lit, il n'arrivait plus à bouger et en fait il était déjà tellement crevé que c'était pas du tout le moment de le faire. Et j'aurais peut-être dû lui proposer avant ou un autre moment tout simplement. Mais je pense que c'est important en fait, c'est hyper important parce que la détox ça le vend en poupe, mais pas n'importe comment quoi. Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour être niveau en bonne santé? Moi, j'adore les petites pincées magiques de petits super aliments que je mets partout. Comme on disait, ces fameux petits super aliments qui remplacent le sel. Ou pas qui remplacent le sel, mais qui sont aussi importants que le sel. J'aime beaucoup... j'aime bien avoir des bons légumes. Là, en ce moment, j'ai un panier de légumes toutes les 2 semaines qui vient d'une ferme que j'aime énormément. Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Boire les bonnes eaux, utiliser les bonnes huiles, toutes ces choses-là. Et puis cuisiner, je crois. Voilà, ça, c'est important. Là, l'hiver arrive. Je sais que là, en ce moment, ça va être beaucoup des bouillons, justement, des choses comme ça aussi, qui réchauffent et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu penses, dernière question, qu'il soit possible de redevenir acteur de sa santé ? Je pense que c'est pas que possible. Je pense que c'est une invitation. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire, en fait. Parce qu'on découvre des choses sur soi et très souvent, redevenir acteur de sa santé, c'est découvrir des petites sous-couches, là, comme on dit, là, dans le Père Noël est une ordure, des petites deuxièmes sous-couches là, de choses. Enfin, je veux dire, parfois, on peut vivre toute sa vie avec des petits désagréments et penser que c'est normal. Et en fait, être acteur de sa santé, c'est de comprendre qu'on peut vraiment agir sur ces fameux petits désagréments qu'on n'est pas obligé de subir. Être acteur de sa santé, c'est vraiment avoir d'avoir une main sur soi. On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui aussi. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, de dire aussi que non, on n'est pas seulement entre guillemets la synthèse de notre génétique, du patrimoine génétique qu'on hérite. On a aussi des gènes en sommeil qui vont se réveiller ou pas selon l'hygiène de vie. Et ça, c'est juste magique en fait, de se dire que on peut avoir justement un patrimoine génétique compliqué, mais si on met en place les bonnes habitudes alimentaires, les bonnes habitudes d'hygiène de vie, de repos, de gestion du stress, on n'est pas condamné à être malade. Donc, l'épigénétique, c'est l'environnement, hein, vraiment. Alors, l'épigénétique, c'est ce qu'on va mettre dans sa vie justement pour influer sur les gènes. Pour influer sur la génétique. On a une prise sur ça. On peut agir sur ça. Et ça, c'est hyper libérateur de le savoir. C'est libérateur, tout à fait. Pour moi, être acteur de sa santé, c'est possible. C'est vraiment... c'est essentiel. Parce que, par contre, c'est important de rappeler aussi que c'est pas parce qu'on est acteur de sa santé qu'on a
qu'on a la main mise sur tout. On peut aussi avoir une hygiène de vie irréprochable et tomber malade. Il n'y a pas de recette, ça c'est essentiel. Mais en tout cas, on peut comprendre beaucoup de choses sur soi-même, sur son fonctionnement. Et je crois que plus on est acteur de sa santé, plus on se reconnecte à son corps, plus on se reconnecte à ses propres lois physiologiques du corps, et plus on sait ce qui est naturellement bon pour soi. Et là, plus besoin de régime, plus besoin d'éviction de ci, de ça. En général, je pense qu'on peut, si on n'est pas dans une pathologie grave, bien sûr, on peut être assez sensible à tout ça autour sans que ce soit un problème, tout simplement. On s'ouvre à soi-même. Ouais, voilà, c'est un vrai cadeau, en fait. Je pense vraiment. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je vois beaucoup de gens le vivre. Et d'ailleurs, ce que je souhaite, c'est qu'on aille de plus en plus vers le fait d'être éducateur de santé, mais de plus en plus tôt, quoi, même pour les enfants. Tu vois, ce qu'on disait, la respiration, la présence à soi, toutes ces choses-là. C'est au plus jeune âge que ça se joue. Ouais, exactement. Exactement. Et puis en plus, ils comprennent vite. Je veux dire, ils adorent. Ils adorent. Ils aiment bien comprendre, c'est clair. Ils aiment bien comprendre, ouais. Bien sûr. Moi, j'ai le livre, je ne sais pas si tu connais Anatomie, qui est un livre pour enfants. Là, je vais te montrer avec justement plein d'images. C'est le livre préféré de ma fille en ce moment. Alors, on se fait des chapitres sur copine. De quoi ? Elle serait copine avec la mienne. Ah ouais, attends, je vais te le montrer, tu vois. C'est vraiment... Donc, elle me dit, alors ce soir, on regarde l'intestin. Alors, bon, forcément, elle est petite, elle adore l'appareil génital, forcément. Donc, c'est toujours le côté genre, il y a des fesses, c'est génial. C'est énorme. Voilà, c'est les enfants, ça reste des enfants. Mais c'est magique, quoi. Du coup, en plus, maintenant, elle me le ressort. Elle me dit, voilà, quand on mange, ça passe par là, il y a un tuyau. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression le soir, donc elle me demande de lui lire ses livres d'anatomie, mais j'ai l'impression je me dis mince, on est une famille un peu chelou, non ? Non, on lit des livres sur le corps, elle adore ça. C'est quand même incroyable qu'on aille explorer et apprendre des tas de choses sur. On va parcourir. On va être fasciné de géographie. La meilleure géographie, c'est déjà celle qui est à l'intérieur, quoi. Il y a tellement de choses de comprendre son fonctionnement, inexplorées, non seulement de mécanique, de fonctionnement. C'est la plus belle planète, c'est soi-même déjà avant soi, quoi. Avant le reste. C'est très beau. On va terminer là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.